que la pipistrelle, c'est l'une des plus petites chauves-souris, mais elle a la capacité de manger son proie en moustique tous les jours. Des fois, pour éviter d'avoir trop de limaces, des choses comme ça, je mets de la cendre tout autour. Éviter les réservoirs à bioagresseurs. Le premier geste, c'est la diversité végétale. Le principal ennemi du puceron, c'est la coccinelle. Or, si la coccinelle n'a pas à manger, qu'est-ce qu'elle vient faire dans votre jardin? Elle n'a pas à y venir. Il faut lui laisser quelque chose à manger pour qu'elle s'installe et qu'elle se développe dans votre jardin. Si le puceron s'installe, ça n'est pas grave dans un premier temps. Il faut laisser faire la nature. Autre technique qui marche très bien et puis favorisant la biodiversité, ce sont les mini-mares. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans celle-ci, il y a des poissons mangeurs de larves de moustiques. Donc pas de prolifération de moustiques avec... ça s'appelle des gambusies. Nos jardins ont la particularité d'avoir une colonie très importante de rainettes. Et elles sont tout le temps autour de cette petite mare. Après, c'est vrai qu'on a toujours des limaces, des escargots. Bon, là, ce qui est dommage, c'est que j'ai plus de poules parce qu'elles ont été tuées par une fouine. Mais sinon, je ramasse tous les escargots, toutes les limaces et je les emmène directement là-bas. Pour éviter, justement, par exemple, pour les oignons et l'ail, pour éviter d'avoir la mouche qui va pondre et qui va manger après la plante, quand je les mets, la première chose, je mets un filet. Alors après, au fil du temps, quand ils poussent, je mets des cerceaux pour bien sûr pas accoucher les plants. Donc ça me permet vraiment d'éviter à mettre des produits pour justement tuer la mouche quand elle arrive, parce qu'on sait très bien que systématiquement, il y en aura. Ensuite, par exemple, comme les petits pois, au démarrage, je mets aussi un filet. Celui-là, c'est vraiment protégé. Là, une mouche, elle ne peut pas rentrer. Enfin bon, sauf quand il y a un trou, mais elle ne le trouve pas systématiquement. Tandis que là, ça n'empêcherait pas une mouche de passer, mais pour les petits pois, ça n'a aucune importance. Mais par contre, c'est pour éviter que les pigeons mangent la tête des petits pois. Et quand la tête est mangée, c'est foutu. Ils vont arriver à une taille... quand ils vont arriver vraiment au niveau vraiment haut, j'enlève les filets. C'est des précautions, mais moi je préfère travailler comme ça avec des filets plutôt qu'avec des produits où là je suis pas d'accord. Alors ici dans cette poubelle, je vous explique, j'ai des cendres de bois que je mets aussi justement des fois pour éviter d'avoir trop de limaces, des choses comme ça. Je mets de la cendre tout autour. Alors je garde aussi les coquilles d'œufs parce que c'est vrai que quand on plante les premiers petits plants de salade, où là c'est tout petit, les coquilles d'œufs vont, on va dire, éviter en grande partie que les limaces, les escargots mangent les toutes petites salades. Donc ici, je fais mon purin de rhubarbe. C'est de l'eau et les feuilles après elles se décomposent complètement. Donc là c'est sûr on voit pas grand chose. Mais ce sont que mes feuilles de rhubarbe que je mets dedans. Et ça peut permettre d'insecticide justement. Mais ça évite la prolifération de petites bêtes par le fait qui mangent les légumes. Ça, c'est vraiment le seul produit naturel. Alors, on peut le faire avec de la rhubarbe, de la prêle, des orties. Le purin d'ortie, c'est très très bon. Et on peut en mettre aussi au pied des tomates, le purin d'ortie. On parle d'auxiliaires, les insectes amis du jardinier, c'est-à-dire qui sont ses alliés pour combattre, pour limiter, pour repousser les insectes prédateurs de nos cultures. Il faut savoir c'est qu'une larve de coccinelle mange jusqu'à 300 pucerons par jour, ce qui est colossal. Et donc une petite infection de pucerons, si on a ou un lâcher ou on a laissé tranquille les coccinelles, et au printemps elles font le ménage. Favoriser la diversité, c'est entre autres donc accueillir des alliés au jardin.
avec une prairie naturelle gérée en fauche tardive, recevant les insectes en nidification pour compléter leur cycle. Elles attirent les pollinisateurs, auxiliaires et oiseaux. Un tas de feuilles paraît anodin? Eh bien non. Les gros tas de feuilles mortes attirent rapidement les chrysopes adultes, les caraves, les hérissons qui adorent s'y reposer. Les décomposeurs colonisent rapidement les tas. Un hôtel à insectes, c'est quasi rien à faire et c'est un abri qui représente l'intérêt d'accueillir différents types d'auxiliaires grâce à des compartiments distincts remplis de matériaux adaptés. Enfin, la ruche à bourdons, un pot de terre troué, garni d'herbes séchées puis enfui dans le sol, est un refuge souterrain pour les bourdons, donc pollinisateurs par excellence. Le bambou creusé est un excellent hôtel à insectes. Très souvent on y voit pénétrer des bourdons, des abeilles solitaires et autres. Et elles y font nid quoi. Donc alors moi pour l'hiver, c'est surtout l'hiver où j'apporte un petit peu de graines que je mets là dans l'arbre et puis des petites boules de graisse. Je trouve que c'est important. Ici c'est vrai qu'on a quand même pas mal de petits oiseaux. On a les rouges-gorges, les mésanges, les petits moineaux. Enfin, après les autres je les connais pas tous. Ça permet aussi qu'ils nous débarrassent de certains petits vers, au lieu de les écraser, au moins on leur donne. Comme par exemple le topin. Le topin ça fait un petit ver blanc avec une petite tête noire, mais après ça c'est un ravageur. Et quand on gratte la terre, quand je trouve des vers de topin, avant qu'ils soient l'insecte, tac, je les mets dans une petite boîte et ils viennent les manger. Hein. C'est marrant d'ailleurs, moi je trouve ça adorable. Hein. Alors, c'est une hutte à hérissons. Et le hérisson installé dans son jardin vous limite donc la prolifération de deux ennemis connus par les amateurs de salade, que sont les limaces et les escargots. Il n'y a pas pire que d'avoir une homogénéité sur une surface donnée. C'est restaurant ouvert pour les bioagresseurs. Donc moi quand je suis arrivée, il n'y avait pas d'arbres dans le jardin et on peut mettre 2 arbres dans les grands jardins. Donc la première chose que j'ai faite, j'ai mis un figuier parce que alors là, moi c'est un fruit que j'adore. Donc aujourd'hui, en quelques années, il est devenu immense, hein, mais c'est un vrai régal, elles sont délicieuses. Ensuite, j'ai mis des groseilles à maquereau, du cassis, les mûres. Donc ici, quand ça va fleurir, c'est magnifique, il y a plusieurs couleurs. Là, j'ai semé des coquelicots, parce que c'est vrai que c'est important pour les abeilles, pour les oiseaux. Et bientôt, ça va sortir, j'ai aussi des soleils qui sortent. Donc là, les mésanges, elles adorent les graines de tournesol, hein, c'est un peu pareil. Pour limiter encore l'évapotranspiration et l'évaporation tout court du sol, on travaille sur les 3 dimensions. Vous avez des fils ici et là, ils ne sont pas là par hasard. Il y a des plantes grimpantes, du style l'année passée ici, il y avait une courge, c'est la louffa, c'est la courge végétale pour se laver, et qui faisait quand même un peu d'ombrage contre le soleil zénital surtout. Au fond, pareil, des lianes qui vont venir casser un peu ce rayonnement. Alors donc pour les associations, moi j'ai mon petit pense-bête. Par exemple, là j'ai mis mes tomates. Je sais qu'à côté, pour les tomates, je ne mettrai pas de choux, de cornichons, de concombres, de fenouil. Voilà, c'est pas compatible avec certains légumes. Et si on oublie, ça risque d'avoir des dégénérescences dans les légumes. Vous avez ici un exemple d'association dite bienheureuse, qui est donc un mélange ou une proximité entre les pieds, les fraisiers, l'ail et la menthe, ici présente. Le fait d'associer ces 3 végétaux fait que les uns se protègent par rapport aux autres. Là vous avez un montage
pour accepter plusieurs légumes, juste comme ça pour le principe. Les haricots montent sur des tuteurs en raffia. À l'intérieur, il y a le maïs. Les courges ou courgettes sont de part et d'autre. Les hauteurs sont pour supporter par exemple des concombres ou des cornichons en hauteur, en sachant qu'à l'origine de l'installation, ce sont de vieux lits de récupération. Il y a quasiment 80 cm de déchets végétaux du jardin qui sont enfouis. Donc ça nous fait de ce lieu un lieu d'auto-fertilisation qui va durer, d'après la littérature, une dizaine d'années. Ensuite, mon organisation, d'une année sur l'autre, je déplace, pour ainsi dire, toutes mes plantations. Alors ici, ça va être mes rangs de tomates. Je vais faire 3 rangs de tomates. Là, à côté, j'ai semé des petits pois, des haricots verts, parce que l'année dernière, ils étaient plutôt là. Les oignons étaient de ce côté-là, donc je les ai mis de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on se fait des petits cahiers en se disant, voilà, là, je mettrai telle et telle chose. Dans ce carré, il y a 3 ans qu'il n'y a plus eu ni de carottes ni de radis. À la place, il y avait des salades vertes. Il y a eu une année de jachère, donc le carré a été protégé. Et cette année, donc, année 4, je remets des navets, radis et carottes. On pourrait parler aussi des légumes perpétuels. C'est une très bonne chose pour les petits jardins comme les nôtres. Donc ici l'exemple, c'est du poireau qui est là, installé depuis 3 ans, et normalement pendant 10 ans, je vais manger des poireaux à la saison. Là c'est bientôt la cueillette, c'est excellent en vinaigrette, et je n'ai plus à replanter ou à investir dans les poireaux.